Donc, je m'appelle Charlotte Cala, interne en médecine générale à Nancy et chargée de mission statut de l'interne pour l'ISNAR-IMG. Je vais vous présenter la R3C, autrement dit la réforme du 3e cycle. Merci, professeur Schlemmer, chargé de mission référent du 3e cycle des études médicales, pour votre présence aujourd'hui. Depuis plus de 10 ans, les études médicales sont soumises à une réforme progressive ayant pour objectif une modernisation de celle-ci. Le premier et second cycle des études médicales ont été réformés à partir de 2009, est ensuite venu le tour du 3e cycle. La réflexion concernant le 3e cycle s'est largement intensifiée à partir de janvier 2017, pour une application effective la rentrée dernière, c'est-à-dire celle de novembre 2017. Pour encadrer cette réforme, un premier décret, celui du 25 novembre 2016, ainsi que 3 arrêtés sont parus au journal officiel. Le dernier arrêté modificatif du 27 novembre a été publié le 21 décembre 2017. Concernant le nouveau 3e cycle, le décret du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du 3e cycle des études de médecine définit chacune des phases. Donc, la phase 1, de 1 an, dite phase socle, correspond à l'acquisition des connaissances de base, de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. La phase 2, qui correspond à l'acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie. Pour nous, internes en médecine générale, cette phase dure 2 ans. La phase 3, quant à elle, correspond à la phase de consolidation de l'ensemble des connaissances. Comme vous le savez probablement, il y a une exception concernant le diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Il ne comprend pas de phase 3, pour des causes de capacité de formation insuffisantes. La thèse devra être réalisée pour les internes de médecine générale dans les 6 ans qui suivent la première inscription au diplôme d'études spécialisées. Les formations spécialisées transversales. Les internes auront la possibilité d'acquérir des connaissances et des compétences spécialisées supplémentaires via des formations spécialisées transversales, donc les FST, accessibles depuis plusieurs spécialités. Les FST et options ne permettent pas d'exercer en dehors du champ de compétences du DES au sein duquel l'interne est inscrit. Le suivi d'une FST n'est pas obligatoire, c'est un droit dont dispose l'étudiant. Pour nous, internes en médecine générale, les FST dites d'intérêt sont plus particulièrement la dictologie, la douleur, l'expertise médicale et préjudices corporels, la médecine scolaire, la médecine du sport ou encore les soins palliatifs. Il est prévu qu'au moins un poste par FST soit disponible pour les étudiants dans chaque subdivision. Il n'y a aucune option pour notre DES. En effet, la médecine générale est variée par essence. Concernant les DU et DIU, ils continueront à exister de la même façon qu'auparavant. Concrètement, avant la réforme, la maquette du 3e cycle présentait une succession de stages sans parcours fléché et avec un accès au SASPAS, le stage ambulatoire en soins primaires en autonomie supervisée, incertain pour de nombreux internes. La nouvelle maquette, quant à elle, se veut plus harmonieuse et moins faculté dépendant. Ainsi, à terme, la phase socle comprendra un stage en médecine d'urgence, un stage chez le praticien de niveau 1, puis la phase d'approfondissement verra un stage en médecine polyvalente, un stage en santé de l'enfant, un autre en santé de la femme, et enfin le SASPAS, donc qui correspond au stage en autonomie supervisée.
Le manque de stage donc chez le praticien et en médecine d'urgence fait qu'il existe une maquette de transition. Pour certains, un stage de la phase approfondie est anticipé durant la phase socle et celui non effectué devra être fait en deuxième année d'internat. Chaque phase a sa propre liste de choix indépendante. Aujourd'hui, il existe des terrains de stage en commun afin que les maquettes en cours puissent être réalisées à terme. À terme, ce seront des listes complètement dissociées. Alors, pourquoi cette réforme ? L'objectif est de renforcer la pédagogie avec une homogénéisation nationale des outils pédagogiques. Celle-ci passe par la mise en place de nouvelles techniques au plus près des projets de chacun. Cette réforme est axée sur un continuum pédagogique allant de l'externat à la titularisation. Le désir est aussi de mieux clarifier et détailler les formations pour chaque filière. La réforme se veut adaptable. En effet, le format d'arrêté simple sur lequel elle repose permet une modification assez aisée de son contenu selon les réévaluations régulières que les comités de suivi fournissent. La R3C se veut innovante. Premièrement, un contrat pédagogique qui se veut individuel, évolutif et adapté au projet de formation de chacun est mis en place. Deuxièmement, un référent pédagogique pour un suivi personnalisé durant tout l'internat est nommé pour chaque interne. Troisièmement, la réforme prévoit une évaluation éducative des internes tout au long des stages et en fin de chaque phase. Enfin, la réforme met à disposition des outils pédagogiques tels que le portfolio numérique et la plateforme d'enseignement national CIDES. La plateforme CIDES n'est encore pas tout à fait exploitable, mais cela ne devrait pas tarder. Professeur Schlemmer, je me permets de vous laisser la parole afin de compléter cette présentation et peut-être d'apporter des réponses aux interrogations de l'Assemblée. Merci à tous. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Et à ces remerciements, je veux joindre ceux que j'ai à faire en tant que chargé de mission réforme du troisième cycle, puisque votre organisation est une de celles avec qui on a pu travailler étroitement à cette réforme depuis l'été 2015, et je me félicite toujours des relations qu'on a pu avoir à cet égard, même si on a eu à aborder un certain nombre de sujets assez délicats. Donc la réforme, elle a démarré. Vous avez eu raison de le rappeler. C'est une réforme qui se veut plus proche des préoccupations des étudiants, plus proche des préoccupations de ceux qui sont en charge du système de santé, et dans laquelle on a souhaité apporter un certain nombre d'éléments que vous avez fort bien résumés sur une de vos plaques, en particulier le vœu de prendre en compte pour chaque étudiant un projet professionnel, le vœu d'un accompagnement plus étroit des étudiants. Et là, bien évidemment, je renvoie à des choses qui ont été évoquées depuis le début de cette journée, à quoi on accorde évidemment une grande importance. Et puis, vous avez eu raison de le souligner, même s'il y a près de, 400 pages de décrets et d'arrêtés qui ont été publiés sur l'ensemble de la réforme, on a le sentiment que les textes sont une chose, ils permettent un certain nombre de choses. La réforme, elle va aussi être, disons, ce que les gens vont en faire, en particulier les enseignants, mais également vous-même, les étudiants. C'est la raison pour laquelle j'accorde la plus grande importance à ce qui va être conduit comme travail dans le cadre du comité d'évaluation et des comités de suivi de la réforme, puisque on n'a pas la prétention d'être arrivé du premier coup à l'idéal. Il y aura certainement des ajustements à faire, et il y aura évidemment à cet égard des points de rencontre entre, disons, l'ensemble de ceux qui sont chargés de conduire cette réforme, de la mener à bien, de la rendre opérationnelle, et puis l'ensemble des représentations d'étudiants et
et d'internes. C'est un point évidemment extrêmement important. Alors comme on pourrait passer plusieurs heures sur la réforme, mais que notre temps est compté, je pense qu'il est probablement préférable maintenant de donner la parole à la salle. Il y a certainement un certain nombre de questions qui sont dans l'esprit de tout un chacun. On ne pourra probablement pas tout couvrir, mais si je peux apporter certains éléments de réponse au moment où les choses se mettent en place, c'est bien volontiers que je le ferai. Vous avez eu raison, entre autres, d'insister sur la problématique que nous avons, pas uniquement en médecine générale, mais également dans les autres DES, disons de cette espèce de biseau que l'on doit assurer entre l'extinction de l'Ancien Régime et puis la montée en charge progressive de la réforme du troisième cycle, avec un souci qui est de faire en sorte que les internes nouveau régime trouvent bien évidemment ce qui a été prévu par leur maquette, à la fois dans leur offre de formation théorique et dans les stages qui leur sont offerts, mais ceci aussi en gardant la préoccupation d'assurer aux internes Ancien Régime la poursuite de leur parcours avec la même exigence de qualité de formation à laquelle ils ont évidemment droit, et qui est un point extrêmement important et qui probablement va, disons, gouverner un certain nombre de choses, on va dire, pour les 2 ou 3 ans qui viennent, et pas uniquement dans le DES de médecine générale. Voilà, donc maintenant je suis à votre disposition pour, disons, les questions que vous pouvez vous poser. Je pense que rien que sur les diapositives, il y a déjà un certain nombre d'éléments, en particulier sur les FST, qui peut-être appellent des commentaires ou des interrogations de votre part. Du coup, on va pouvoir prendre 1 ou 2 questions. On en a une ici. Bonjour, du coup, oui, effectivement, j'avais une question à propos des FST, parce que pour l'instant, c'était pas tout à fait clair ou défini, je sais pas. Est-ce que, notamment sur les FST que vous avez présentés sur les diapos, on a une idée de comment va s'articuler la formation? Est-ce que ce sera disponible dès la phase socle, ou qu'il faudra attendre la fin ou la phase d'approfondissement? Et est-ce qu'elles vont se substituer, comme c'était peut-être le cas avant, au DES choisi initialement, Alors d'abord, une réponse simple, elles vont se substituer aux DESC à condition que ces DESC ne soient pas devenus eux-mêmes des DES, puisque par exemple, si je prends la gériatrie ou la médecine d'urgence, celles-ci font l'objet maintenant de DES. D'une manière générale, il a été considéré que les FST ouvraient à des champs de compétences complémentaires qui ne doivent pas obérer la formation à son DES d'origine, puisque le champ de compétences complémentaires ouvert par la FST, ça a été dit par votre collègue, s'intègre dans l'exercice de la spécialité d'origine. En gros, donc, les FST n'ouvrent pas à une nouvelle spécialité, n'ouvrent pas à un exercice exclusif de cette, on va dire, sur-spécialité. D'une manière générale, ce qui est en cours de calage avec les ministères, c'est qu'il va nous falloir, au cours de l'année 2017-2018, préciser un certain nombre de choses relatives au FST, en particulier en déterminer dans chaque région et subdivision les responsables enseignants, préparer les critères, les éléments relatifs à l'agrément des lieux de stage pour ces FST, de façon à ce que l'on puisse rentrer dans les FST à compter de l'année universitaire 2019-2020. Pour le DES de médecine générale, vous le savez, avec un DES pour le moment de la durée que vous connaissez, qui est de 3 ans, il a été considéré avec les responsables enseignants de la médecine générale que l'accès au FST devait se faire en fin de cursus et qu'en gros, il donnerait une 4e année de formation, puisque dans les DES dits courts, qu'il s'agisse des DES de 3 ans comme le DES de médecine générale ou des DES de 4 ans, l'accès à une FST, c'est le cas aussi pour les options pour les DES qui en comportent, donnerait accès à une année de formation supplémentaire. Je crois important de considérer que pour certains
des stages qui sont offerts aux étudiants dans le cadre de la maquette de leur DES, on peut imaginer que des doubles agréments, à la fois pour le DES et pour une EFST, puissent permettre à un étudiant d'anticiper un petit peu son entrée dans une EFST dès lors que cela correspondrait à son projet pédagogique. Et en gros, d'une manière générale, c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté avec l'ensemble des organisations représentatives des étudiants et des internes, le problème de l'accès aux FST pour lesquels nous sommes en train de caler un certain nombre de choses avec les ministères. Donc il y a actuellement en discussion ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y ait au moins, disons, un nombre de places minimales offertes dans chaque subdivision pour les différentes options et FST. Et puis il y a un élément qui est important, qui est la prise en compte, premièrement, du besoin de santé. On imagine assez volontiers que les tutelles ouvriront des FST là où ça correspond à des exercices, disons, complémentaires nécessaires à la prise en charge des patients. Il y a le projet professionnel de l'étudiant, et à cet égard, l'accompagnement de l'étudiant, le référent enseignant, cette espèce de tutorat qui a été mis en place dans le cadre de la réforme, le contrat de formation doivent permettre d'aller dans ce sens. Et puis, il y a bien évidemment les capacités de formation. Et il y a une chose à quoi on tient absolument, les capacités de formation, on le sait, elles ne sont pas homogènes sur l'ensemble du territoire. Eh bien, il faudra se servir de ce que permettent les textes relatifs au troisième cycle, c'est-à-dire l'ouverture à la mobilité étudiante, aux stages interchus, que ceci se fasse hors subdivision, voire même hors région, de façon à permettre à un certain nombre d'étudiants qui ne pourraient pas se former dans la subdivision à laquelle ils ont été affectés, d'accéder à une EFST dans une autre subdivision, voire même dans une autre région. Merci beaucoup. Excusez-moi de raccourcir le débat. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci, professeur Schlemmer. Et puis, pour tout complément d'information, un petit guide qui reprend toutes ces informations, la R3C en 3 minutes, qui est disponible au niveau du stand de l'ISNA. Merci à vous. J'ajouterai que, bien évidemment, toutes les questions, elles doivent remonter par l'intermédiaire de vos organisations, par l'intermédiaire du bureau de l'ISNAR. On aura des réunions de travail qui permettront, je l'espère, de répondre à bon nombre de vos interrogations. Merci en tout cas.